Anvers, Antwerpen en flamand. Nous sommes en Belgique, dans l'un des plus grands ports de commerce d'Europe. Certains noms de compagnies maritimes nous paraissent familiers, mais on est quand même loin du port Hercule de Monaco. Anvers, c'est la démesure, avec des millions de tonnes d'acier, de bananes, de café qui arrivent ici avant d'être acheminés vers toute l'Europe. Et parmi les entreprises qui chargent et déchargent les navires, Europort. Et figurez-vous que le patron de ce poids lourd du secteur, eh bien c'est un monégasque, Frédéric Platini. À Monaco, il dirige les permanents de la Croix-Rouge et ici à Anvers, il dirige des milliers de dockers. Nous avons donc voulu aller à sa rencontre. Bon, Frédéric Platini, qu'est-ce qu'un monégasque fait ici? Il a dû se perdre. À Anvers. Il a dû se perdre. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Non, sérieusement. Non, mais la vie est faite d'opportunités professionnelles, c'est une super opportunité. C'est une super boîte. Ouais. C'est une taille d'entreprise qui n'existe pas vraiment à Monaco. Europort, c'est combien d'employés? C'est 3500 employés, 3500, 4000 employés aujourd'hui. Ouais. D'accord. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Non, pas juste ici. Ici, sur Anvers, on doit avoir 400, 500 employés directs, et après 1000 dockers, donc 1500 ici. Et ensuite, c'est quoi? Finlande, Italie? C'est Allemagne, c'est Italie, c'est Espagne, c'est France, avec pour la Nouvelle et Le Havre. C'est Chine. Et après, c'est des sociétés logistiques qui sont liées à Europort, aussi en Amérique latine, au Brésil, au Pérou, au Chili. Donc c'est, ouais. Bon, j'en reviens à ma question initiale. Comment est-ce qu'un monégasque se retrouve PDG d'une boîte comme ça? Parce qu'il y a un actionnariat monégasque en partie. Exactement, parce qu'il y a eu un changement d'actionnaire sur Europort en 2018-2019. Et il y a un actionnaire monégasque et 2 actionnaires belges qui sont rentrés. D'accord. Et depuis, j'ai assuré un intérim pendant 6 mois. Ils m'ont dit tu restes, j'ai dit que je restais. Et ça continue. Vous travaillez surtout en anglais, j'imagine? On travaille qu'en anglais. Ouais. On ne travaille pas en français. Là, c'est quoi votre métier, Europort? Alors, notre métier, on est un stevedoring ou un manutentionnaire, comme on dit en français. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est une entreprise qui décharge des navires, qui stocke la marchandise, qui donne des services à la marchandise, quand on peut donner des services à la marchandise, et après, qui sort la marchandise pour le client final. Donc, a priori, là, quand je vois, par exemple, les bateaux, c'est pas des containers. Non, on fait tout sauf container. On est spécialisé dans le vrac, ça veut dire tout ce qui est engrais, tout ce qui est matériel agricole. On est spécialisé dans le liquide, on a des terminaux liquides sur les produits pétroliers et autres produits, parce que maintenant il y a éthanol, méthanol, il y a des nouveaux produits qui sont en train de rentrer. Il y a aussi l'ammoniac qui est en train d'arriver dans les terminaux pour faire de l'hydrogène. Et après, on est sur tout ce qui est conventionnel, ça veut dire les gros morceaux qui ne peuvent pas rentrer dans un container. Ça arrive du monde entier, ici? Oui. Ici, sur Anvers, ça arrive de partout. L'acier, c'est d'Asie, le papier, ça vient de Finlande et Suède. La banane, elle arrive d'Afrique. Oui, c'est le monde qui tourne autour d'un terminal. Les bananes qu'on achète à Monaco, il y a de fortes chances qu'elles soient passées par ici? Ah oui. Okay. Le papier qu'on utilise à Monaco? Il y en a une partie qui vient d'ici. Et l'acier pour la construction, il y a des grandes chances qu'il y ait une partie qui vienne d'ici aussi. Comment vous organisez votre temps? Vous êtes tout le temps ici? Non. Quand on gère 3500 personnes. Non, je tourne. Je suis souvent à Monaco. D'accord. Covid, ça a beaucoup changé mes habitudes de travail. Le Teams, tout ce qui est réunion par Teams, ça fonctionne très bien. Je suis souvent sur Anvers, souvent aussi en Finlande, souvent en Allemagne, et je m'oblige à faire aller au moins 2 fois par an en Chine. Donc je tourne dans les localisations et souvent sur Anvers, quand même. C'est là où le SQ Vous avez un peu de temps libre quand même ou pas? Ouais, pas des masses. pas des masses. Mais vous amusez bien. Ouais. Là, vous avez des beaux joueurs. Ouais. Vous avez quand je regarde tout ça. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des éoliennes ici? Alors, des éoliennes parce que le port d'Anvers a décidé de... C'est pas des éoliennes d'Europort,
c'est très clair. D'accord. Et le port d'Anvers a décidé d'être dans une politique green. Ouais. Donc il a équipé les terminaux avec des éoliennes. Nous, on fait des efforts en termes de société, hein, avec des panneaux solaires sur les toits pour produire de l'énergie, mais aussi beaucoup d'efforts sur les équipements que vous voyez. Donc on est passé, quand on peut passer, on passe sur des grues électriques, des grues de cette taille-là qui sont électriques. D'accord. On ne peut pas encore sur Anvers parce que les quais ne sont pas raccordés à l'électricité, mais Rostock, on a été le premier opérateur à commander des grues électriques et tous les forklifts sont électriques. Donc on électrifie de plus en plus le matériel. Des fois, on me demande si on doit bouger sur la question de réduction des émissions et le reste. Je pense que c'est pas vraiment un choix, c'est juste, il faut le faire. Et soit on le fait et on peut s'adapter. Il faut le faire parce que vous avez le sens des responsabilités ou il faut le faire parce que vos clients attendent ça de vous? Il faut le faire. Juste, Ouais. il faut arrêter de se poser la question si on va investir. Il faut arrêter de se la poser. Hein, on me dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va payer 2 millions de plus une grue? Juste parce que, de toute façon, à terme, il faut le faire. Quoi, quand elle est électrique, c'est 2 millions de plus? C'est 2 millions de plus, mais après, on se rend compte que l'électrique, il ne me demande pas de maintenance. Hein. Ça veut dire que 2 millions, je les récupère assez vite. J'ai pas de fuel, j'ai pas d'huile, j'ai pas de maintenance à faire sur la grue, donc je retourne très vite dans mon investissement. Donc c'est un bon choix. Pour cette visite, nous sommes accompagnés par un coordinateur sécurité, Eric. En dehors de son métier chez Europort, il fait partie de la Croix-Rouge belge. Et il songe à venir porter main forte aux équipes de Frédéric Platini à Monaco pendant le Grand Prix. Moi, j'ai fait partie du Croix-Rouge pendant déjà 27 ans. Ah bon? Donc, La Croix-Rouge ici à Anvers, en Et Belgique. tu viens ou pas? j'ai pas eu... Ça avance, hein? Pour le Grand Prix, on n'arrive pas à faire face, nous. On n'a pas assez de bénévoles à la Croix-Rouge, on n'a pas assez de secouristes. Il nous faut 200-300 secouristes en plus pour assurer le Grand Prix. Et donc, c'est toutes les Croix-Rouges sœurs qui nous envoient des secouristes sur site. Ah, regarde ça, putain, ça, il faut qu'il te filme ça. Et ça pèse combien, un rouleau comme ça? Pas 30 tonnes, minimum de 30 tonnes. Et donc en rouleau, c'est plus simple pour le transporter? Tu les vois toujours en rouleau ou en plaque. Les rouleaux, c'est plus fin. Mais c'est souvent des rouleaux qui arrivent sur nos terminaux et après, c'est transformé dans le site industriel. Ça sort de nos entrepôts, ça vient, mais ce qui est intéressant, ça vient sur des barges. Normalement, on fait souvent du trucking, mais de plus en plus, on fait du barging. Hein. Avec les taxes CO2 et le reste, et le côté green, on essaie de pousser de plus en plus par barge. Donc en gros, maintenant, ils vont partir jusqu'au site de transformation, mais par la voie navigable. D'accord, quelle est la différence entre barge, camion, train? Qu'est-ce qui est le plus écologique? Alors, le train, très clairement. Le problème, c'est les connexions ferroviaires. Ce terminal est connecté au train, mais le train marche mal. Dans tous les pays, c'est pas qu'en Belgique, le train, c'est compliqué. En quoi le train marche mal? C'est juste une question C'est une question de volume. Ça veut dire pour mobiliser un wagon et une locomotive, ou 10 wagons, une locomotive elle a besoin de 20 wagons derrière pour la mobiliser. Et pour mobiliser les 20 wagons, il faut avoir suffisamment de volume pour une sortie. Et la sortie, elle doit arriver dans un point qui va intéresser l'industriel. Donc c'est compliqué. Le train ne te donne pas une connexion door-to-door, à part certains industriels qui ont ça, mais le train, tu as encore un déchargement et tu as encore de la logistique associée. Le fluvial, c'est pareil, ça veut dire que le fluvial, c'est rare d'avoir un industriel qui a un quai dédié. Donc, avec le fluvial, on se rapproche du client et il y a toujours un last mile par truck. Donc sur ces barges, ça peut aller jusqu'où? Parce que Anvers donne sur la mer du Nord. Oui. Et ça, c'est le fleuve, c'est l'Escaut. C'est l'Escaut. Vous avez accès au Rhin, au Danube. Là, vous pouvez vraiment, vous êtes connecté avec tous les grands fleuves d'Europe. Finalement, le fret, toutes les marchandises, c'est quoi? C'est 90% par voie maritime? Par voie maritime, oui. Les gros échanges commerciaux, c'est toujours par voie maritime, qui est le moins polluant, parce que tu transportes de grandes quantités. Beaucoup moins polluant un navire qu'un camion, c'est très clair. Beaucoup plus polluant même une barge qu'un gros navire, parce que tu transportes plus sur un gros navire et tu consommes moins.
Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de production industrielle sans un port comme Anvers. Et ça n'existe pas. Les industriels ont besoin de ces flux de matériel pour arriver à transformer derrière. Ou sinon, on fait du container, ça veut dire que c'est du produit fini qui arrive. Ah d'accord, dans les containers, c'est plutôt des produits finis. C'est des produits finis qui arrivent. D'accord. Ici, c'est de la matière première qui arrive pour transformation. Et ce dont on rêve pour un opérateur portuaire européen, c'est que l'Europe se réorganise ou réarme d'un point de vue industriel. Hein, ça veut dire qu'on produise des masques, les masques du Covid, c'est du papier. Mais c'est du papier qu'on faisait nous en Chine, mais qu'on aimerait bien faire en Europe. Ça veut dire s'il y a une production industrielle qui reprend en Europe, ces terminaux vont être encore plus pleins. Alors ça, c'est le papier. Ça, c'est le fluff. Alors là, il y a énormément de papier. Là, on est vide. Là, c'est vide, là. Okay. Non. Là, on est malheureusement vide. On est vide parce que c'est du matériel qui arrive de nos entrepôts et terminaux en Finlande. Et il y a une grève en Finlande depuis 2-3 semaines. Grève des dockers? Grève nationale. Chaque année, il y a combien de tonnes de matériaux qui circulent, qui passent par là? Sur ce terminal, 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes. Et Europort de manière générale? 70 millions. 70 millions de tonnes transitent par les entrepôts d'Europort. Sur nos terminaux. Mais ça, c'est Anvers? Alors, c'est Anvers. Anvers, la Belgique, c'est la plus grosse destination pour Europort. Après, c'est l'Allemagne. On contrôle le port de Rostock. C'est la Finlande. On a 6-7 ports en Finlande. C'est toute la Méditerranée, on est à Tarragone, on est à Venise, on est à Port-la-Nouvelle, on est en Turquie et c'est la Chine. En Chine, on est le plus gros papetier aussi. On fait que papier en Chine, ici on fait d'autres matériaux. En Chine, on fait que papier. On fait 25% de l'import de papier en Chine. Et ce papier, il arrive d'où? Alors le papier en Chine, il arrive d'Amérique latine. Ouais. Et le papier ici, il arrive de Finlande, de nos terminaux en Finlande. On doit avoir 2 tonnes par rouleau. 2 tonnes par rouleau? Ouais, 8 tonnes en tout. Peut-être un peu moins, 1,3, 1,5. 4, 5, 6. Ouais, 1,5 tonnes. Ok. Par rouleau. D'accord. Il ne faut pas que ça te tombe dessus. Un rouleau comme ça, pour se faire une idée, ça coûte combien? 5-6 000 euros. Ok, 5-6 000 euros. Quand je vois le nombre de rouleaux dans le hangar, on se fait une idée. Ok, il reste là combien de temps? Le moins possible. Pour nous, le moins possible, là, vu que c'est un peu tanké avec la Finlande, on a un peu moins de rotation, mais le moins possible. Je pense toutes les 3 semaines, on espère que ça tourne. Ça veut dire on décharge le navire et après il y a 3 semaines pour que ça sorte parce qu'il y a un nouveau navire qui va arriver et au bout d'un moment, on ne peut plus stocker. Donc il faut tout le travail de supply chain est important dans un port parce qu'il ne faut pas que ça reste, il faut que ça bouge. Le cœur de votre business? C'est l'handling. C'est la manutention. C'est la manutention. Ouais. Ça veut dire c'est vraiment le déchargement du navire, c'est ma première source de revenus. Ça compte 80% de mon profit. Donc je veux décharger des navires. Ouais. Mais je ne peux pas décharger des navires si je n'offre pas un peu de stockage pour que les clients s'organisent pour faire sortir la marchandise. Donc c'est pour ça que j'ai des entrepôts. Mais le but, c'est d'avoir des commodities, des matières premières qui tournent. Mais alors, le propriétaire de tout ce papier, il attend quoi, là? Il attend que les camions puissent venir le chercher. Le propriétaire du papier a déjà vendu. Ouais. Il a vendu à quelqu'un qui va transformer. Ça veut dire le papetier, il a vendu, il nous a utilisé comme déchargeur et stockeur. Et maintenant, il y a quelqu'un qui va transformer ça, Pampers par exemple, qui va venir, qui va chercher, qui va amener ça dans ses usines et qui va transformer ça en couche-culotte. Vous, c'est pas dans votre intérêt de garder ça ici? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc vous êtes même dissuasif, c'est-à-dire que s'il laisse ça plus de 3 semaines, ça lui coûte cher. Il a des tarifs de stockage qui ne vont pas lui plaire du tout. Ah, et qui sont progressifs? Qui sont complètement progressifs. On a 1 semaine gratuite ou 2 semaines gratuites et après ça commence à monter. Et au bout d'1 an, on demande au client si on détruit ou si vraiment il va payer aussi cher pour le matériel qu'il a sur le terminal. Ça coûte combien une grue comme ça? 4 millions.
y a combien de grues comme ça? Sur ce terminal, il y en a 7-8, mais il y en a des beaucoup plus chers. Donc ce sont des investissements massifs. Ouais. Ouais. Donc ça fonctionne comment? Par concession ici, vous êtes pas propriétaire Non. des lieux? On est concessionnaire. Concessionnaire. On est concessionnaire, on a une concession. Avec des baux. Des baux qui durent sous réserve que tu investisses. D'accord. Hein, Oui, il y a une condition d'investissement. Ouais. On va voir un entrepôt, l'entrepôt acier. On a investi 30 millions dans cet entrepôt, ça nous a permis de prolonger la concession. Donc quand il y a des investissements significatifs, ça pousse. Une grue n'est pas considérée comme un investissement. Ah non? Non, parce que ça me permet d'opérer. Sans grue, je ne peux pas opérer. Donc c'est l'investissement que je fais sur le terminal. Et l'investissement, c'est les entrepôts, c'est des panneaux solaires sur le toit, c'est les éoliennes, c'est tout ça. Et vous restez propriétaire des entrepôts? Jusqu'à la fin de la concession. À la fin de la concession, tout appartient on rétrocède au port. tout au port. Et ce sont des concessions sur combien de temps? 25 ans. 25 ans. Et après, il y a des possibilités de prolonger. On a quelques concessions qui sont au-delà de ça. Mais en gros, on est sécurisé pour 25 ans de business. Et là, il y a d'autres entreprises qui poussent derrière, qui voudraient avoir cet emplacement. Est-ce que les emplacements sont importants ou c'est surtout une question de taille? C'est un peu tout. Hein? C'est un peu tout. Ouais. L'emplacement, il est clé. Et l'emplacement, il est clé par rapport au draft, la profondeur du quai. D'accord. Ici, on a 15 mètres. Ça veut dire qu'on peut, 13, 14, 15 mètres, on peut accueillir des beaux bébés. Mais il y a d'autres endroits dans le port où on va avoir un draft à 10 mètres. À 10 mètres, on ne peut pas accueillir ça. Donc ça, c'est un beau bébé, ça? Ah, ça c'est un petit bébé. Ça, c'est un petit bébé. Le Transphénica derrière est un beau bébé. Il y a quelques beaux bébés ici, ouais. On va les voir. Ça nous change des yachts de Monaco, là. Ouais. On n'est pas sur le port Hercule, là. Mais la taille, elle est bien aussi. Ah oui. Comment est-ce que vous avez le temps de vous occuper de la Croix-Rouge? J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai des bonnes équipes partout. La clé, c'est les équipes. D'accord. Parce que la Croix-Rouge à Monaco, c'est 70 personnes? Ouais, 70 personnes. D'accord. Mais des activités qui sont bien définies, un management qui est clair. Il n'y a pas d'intérêt économique, je dirais. Il n'y a pas de conflit, il y a une politique très claire. Il y a un patron, c'est le prince. Et puis c'est bienveillant comme organisation, donc c'est plutôt facile. Ouais. Quelle est la différence entre gérer des dockers et des gens d'aéroport et des salariés de la Croix-Rouge à Monaco? Culturellement, c'est pas tout à fait la même chose. De Monaco, il y a quand même 35 personnes à la crèche garderie, donc c'est aussi des salariés qui ont des besoins, qui ont des demandes. C'est à peu près le management, c'est à peu près la même chose que ce soit dans du privé ou dans du public. Hein, j'ai fait du public aussi. Là, la question, c'est le temps. Quel temps vous avez pour réagir? Dans le public, c'est des visions à long terme. La Croix-Rouge, c'est à long terme. Le privé, on dit que c'est à long terme, mais la réalité, elle est courte. Mais là, vu le niveau des investissements, que ce soit les grues, les entrepôts, etc., c'est aussi à long terme. C'est long terme, mais quand j'ai Euribor qui remonte de 3%, c'est du long terme court sur les mesures à prendre au niveau du management pour arriver à supporter les 30-40 millions de coûts additionnels que la dette, elle nous fait peser. Donc le privé, c'est plus tendu quand même. Ça demande de la réactivité plus Quels sont les risques auxquels vous êtes exposés dans cette activité? On a vraiment... C'est le ralentissement. Oui, on a plusieurs risques. Hein, du fret. La question, c'est l'économie. Ouais. On a eu une année 2020 quand il y a eu Covid. Ouais. Malgré tout, les dockers ont travaillé. Malgré tout, il y a eu de l'activité, mais il y a eu un dixième de l'activité traditionnelle. Donc il a fallu réduire, descendre tous les coûts pour survivre. 2021, 2022, ça a été des années incroyables. Incroyables. En termes de profitabilité, en termes de volume. Phénomène de rattrapage ou... Phénomène de rattrapage et phénomène de rattrapage aussi sur les marges. Ça veut dire qu'on a participé, comme beaucoup d'entreprises, au rattrapage. Et on a participé à l'inflation en gros, dans le sens où on n'avait plus des marges qui nous permettaient de survivre, donc on a rattrapé nos marges. On a contribué donc à ce système d'inflation. Ce qu'on voit en 2023, c'est un ralentissement de l'économie. Un ralentissement de l'économie, ça veut dire que même si on est arrivé à un niveau de marge qui est bon, on a un niveau de dette qui est élevé aussi. Donc, et par contre, les intérêts sur la dette commencent à nous peser.
vous avez fait du public, vous avez fait du privé, vous avez été scientifique, maintenant vous êtes manager. C'est quoi? Vous faites de l'humanitaire avec la Croix-Rouge. C'est ce qui fait que vous pensez différemment, peut-être, d'un autre? C'est pour ça que vous êtes à cette place? Vous êtes dans un entretien d'embauche. Ouais. Comment vous vous vendez? C'est quoi vos qualités? Moi, je suis différent. C'est clair que je suis différent. Ça, c'est clair. Différent en quoi? Différent en management aussi, je pense. Je suis surtout un manager, après. L'activité portuaire, je ne la connaissais pas. Maintenant, je la connais, mais j'ai mis 5 ans pour la comprendre. Mais gérer des équipes, je sais faire. Je demande à votre collaboratrice tout à l'heure, je lui dis, Frédéric, il est comment? Et elle me dit tout de suite, c'est un leader. Ça veut dire quoi un leader? Parce que vous avez l'air tellement décontracté, tellement à la cool, etc. Ouais, pas tout le temps. Hein. Ah non? Non. Vous pouvez être dur? Non, pas vraiment. Je pense pas dur, mais correct, oui. Honnête, intègre, correct. Mais il faut savoir trancher. Mais il faut savoir travailler aussi. Et il faut savoir l'added value que tu emmènes à une entreprise. La valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée que tu mets dans ton poste et dans ta position. Ça se joue à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que c'est ta capacité à entraîner tes équipes, ta capacité à choisir les bons gens qui t'entourent, parce que le one-man show, ça n'existe pas. Ça veut dire qui tu peux embarquer avec toi, garder les meilleurs et faire sortir les mauvais. Le petit chef, il a tendance à s'entourer de gens peut-être un peu moins intelligents que lui, ça le rassure. Ouais. Moi j'ai que des bons autour de moi. J'ai que des meilleurs que moi autour de moi, et c'est normal. C'est ça aussi le leadership? Ah bah ça doit être ça, ou sinon c'est pas un leadership. Hein. Non, c'est clair. Et la capacité d'entraînement, ça se fait comment? C'est par l'exemple? C'est d'arriver le premier le matin, de partir le dernier le soir, ou bien non, ça n'a pas tant d'importance que ça? Non, ça a beaucoup d'importance. La valeur de l'exemple? Ça a beaucoup d'importance. On pourrait ne pas avoir les casques là pour l'interview, mais quelle image on donne aux dockers à qui on oblige à porter des casques toute la journée. Donc ouais, l'exemple, c'est clair. Le travail aussi. On ne peut pas être crédible si on ne travaille pas plus que ses équipes. Ah, il faut travailler plus que ses équipes. Il faut montrer qu'on travaille. Il faut arriver tôt et repartir tard. Et montrer qu'on sait répondre quand il y a des urgences. Ouais, c'est clair. C'est clair. Sinon, c'est fake. Ça peut être fake. Hein. Il y a des managements qui sont complètement sur l'apparence, quoi. Mais ça dure pas. Ça dure pas. Ils le sentent? Les équipes le sentent. Quand c'est vrai? Ouais, les équipes le sentent. Ouais. Et quelle est la particularité de ce job? Ce job, il est génial. Il est génial parce qu'il est humain. Ouais. Parce qu'à la fin des fins, c'est 3500 personnes. C'est des personnes qui sont vraies, c'est des dockers. Donc c'est des personnes qui sont tout à fait normales. Mais derrière, au-dessus de nous, il y a tout un monde financier qui est très sophistiqué et qui veut qu'on transforme un monde simple de manutentionnaire en un monde raffiné et structuré. Et c'est l'exercice. Vous êtes entre les deux. Ah ouais, et l'exercice, il est génial. L'exercice, il est génial. C'est-à-dire que le matin, tu discutes avec les syndicats des dockers parce que tu veux. Et on a fait récemment, on a mis un test de drogue et d'alcool à l'entrée du terminal. Ça veut dire qu'on voulait tester nos dockers parce qu'on a trop d'accidents sur Anvers. On voulait les tester, donc les unions, ça arrive et commencent à dire vous n'avez pas le droit de faire ça, mais je vais le faire, donc je l'ai fait. Les syndicats? Les syndicats. Et dans l'après-midi, on avait les rating agencies qui voulaient voir les agences de notation pour savoir les S&P, les Moody's et tout ça, pour savoir la dette, comment elle se structurait, la croissance de l'entreprise, le poids des intérêts. Mais ça c'est génial, ça c'est super. Ouais. Donc la vie de Frédéric Platini, c'est les cargos, les quais, les entrepôts, le casque de chantier, la tenue de sécurité, et puis le smoking au mois de juillet, pour le gala de la Croix-Rouge, dans la salle du Sporting, la salle des étoiles. C'est ça la vie de Frédéric Platini. Mais je la change pour rien au monde. Mais l'important, c'est d'être heureux. Moi, je suis assez heureux. L'important, c'est d'être heureux. Qu'ajouter de plus? Frédéric Platini, ce monégasque touche à tout, devenu un rouage clé de cette plaque tournante du commerce international, semble décidément avoir compris beaucoup de choses. Une belle rencontre.